Regardez bien, elle a un siècle et elle a parcouru plus de 3 millions de kilomètres. Elle, c'est la première automotrice en France, une Sprague. Nous sommes dans les années 1900, avec le développement de la banlieue, l'apparition de la traction électrique, et notamment lorsqu'il y avait des souterrains, ce qui était le cas pour la ligne Paris-Invalides, c'est-à-dire gare d'Austerlitz, Orsay, qui était en souterrain en longeant, vous le savez, la Seine. Exit donc les locomotives à vapeur, vive la traction électrique. Donc apparition des premières locomotives électriques, les fameuses boîtes à selles, il y en a une ici, à la Cité des Trains à Mulhouse, et puis pour transporter les voyageurs, les premières automotrices. Automotrices, ça veut dire quoi? Elles sont à la fois autonomes, elles sont à la fois locomotives et voitures voyageurs. Et elles forment des rames indissociables. Et qui plus est, comme elles ont un surcroît de puissance, eh bien elles peuvent remorquer des wagons. Voilà, la naissance des automotrices, 1900. Puis surtout, regardez, par-delà, disons, c'est du Sprague, c'est du matériel américain, très rudimentaire, très solide. Dirait Claude Gatouillat, notre caméraman, c'est presque du machinisme agricole, certes, mais ça a très bien fonctionné. Et puis surtout, pour le confort, vous avez vu l'intérieur, des sièges en velours, inhabituels pour l'époque, c'était plutôt la banquette en bois, cœur de chêne garanti. Mais regardez l'extérieur, regardez, c'est une carrosserie de bateau. C'est du tech, du vrai tech, magnifiquement restauré ici à la Cité des Trains à Mulhouse. Voilà donc, on en était en 1900. Le trafic se développe, la recette est bonne, apparaissent de nouvelles automotrices. Dans le Midi, en courant alternatif, sur la ligne Perpignan-Villefranche, mais également dans la banlieue de Paris, dans les années 1912-1914, à la fois le PO et l'État développent du matériel qui s'apparente beaucoup au matériel que l'on a dans le métropolitain. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, c'est déjà la classe au-dessus, du matériel très solide, très lourd, toujours dérivé de la technologie Sprague. Regardez celle-ci, vous voyez, elle a un bogie à 3 essieux, prise de courant par frotteur latéral, nous sommes en 750 volts, châssis énorme, vous voyez, châssis rivet, et puis toute l'appareillage électrique, il n'y avait pas d'électronique à l'époque, les fameuses résistances de démarrage, vous les avez ici, le bloc de résistance en fonte, autrement dit, les passagers l'hiver avaient chaud, c'est des véritables chaufferettes. Ça ressemble, oui, avec les portières, vous voyez, à du métropolitain, entièrement métallique, et puis un tout petit détail qui aujourd'hui nous fait sourire, mais nous étions en 1912-1914, regardez bien, voilà, j'allais passer devant, oui, on incitait les fumeurs, chose impensable aujourd'hui. Voilà donc où on en était avant la Première Guerre mondiale. Exit le matériel après la Deuxième Guerre mondiale, et dans les années 25, on voit arriver du matériel dérivé de celui-ci, très carré, caractéristique que l'on trouve par exemple sur Étampes. Un tournant a été marqué en 1924 sur la banlieue Saint-Lazare, 3e arrêt latéral, 750 volts continu, les fameuses, les increvables, les inusables rames standards composées de 2 éléments motrice-remorque que l'on pouvait accoupler en 2, 4, 6, 8 éléments. 1937, un tournant dans la technologie ferroviaire avec l'apparition sur la ligne Paris-Le Mans et surtout Paris-Chartres des fameuses Bud, comme le nom du constructeur américain qui utilisait pour la première fois l'acier inoxydable pour la construction de matériel ferroviaire. Vous en voyez ici une à la Cité des Trains à Mulhouse en cours de restauration. Ces 2 éléments automoteurs avec une forme caractéristique, un nez très design, très arrondi et surtout l'inox. Des rames qui ont été réputées pour leur confort, leur accélération, mais également très grande longévité, puisque certaines ont parcouru plus de 3 millions de kilomètres durant leurs 50 années d'existence. 1920, du 36, presque 36, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci, le matériel caractéristique de la ligne de saut, avec son avant caractéristique, sa signalisation à la main qui indiquait le numéro de la rame. En somme, c'était du super métro, c'était du TER avant l'époque. La guerre passe, exit bien entendu le matériel, et puis on se retrouve après la guerre, on se retrouve donc dans les années 1950 avec de nouvelles bottes, toujours en acier inoxydable, mais en 1500 volts continu sur les fameuses Paris-Melun du Sud-Est, les fameuses 5100, réputées également pour leur longévité, leur solidité, leur confort assez médiocre. Et puis la SNCF se désintéresse à la fois de la banlieue et des automotrices. On leur préférait la solution d'une locomotive qui pousse, qui tire des rames. La suite, on la connaît, on est revenu aux automotrices, mais il a fallu attendre les années 80 avec le développement du fameux RER, autrement dit les trains
sous Paris avec les Mi-79, matériel d'interconnexion 79-80. Et là, c'est reparti pour une nouvelle génération d'automotrices de grande capacité. On les a vus apparaître en courant monophasé monomoteur. On les a vus apparaître et surtout les fameux Z2 qui devaient prolonger dans province le TGV. Et puis on les a vus apparaître aussi à 2 niveaux, qui est un formidable succès, je voudrais dire, à la française. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est les AGC, autorail de grande capacité, mais également automotrices de grande capacité. Donc, voilà donc un DVD consacré et qui rend hommage aux automotrices qui sont souvent méconnues dans l'inventaire du matériel de la SNCF. On leur tire donc un grand coup de chapeau. Un film et 4 bonus. Le film, d'abord, de A à Z. A, pourquoi? A comme automotrice et Z, regardez bien, Z, c'est le nom de code du matériel SNCF. Z, automotrice, ça veut dire A, compartiment de première classe, il y en avait 2. B, deuxième classe, il y en avait 5. P, parce que, à l'époque, il y avait des fourgons poste, et puis E, ça servait également pour le service aidé quand on transportait des colis, des marchandises. 4 bonus. Premier bonus, le matériel, les fameux Z5100, autrement dit celles sur le sud-est, qui ont pris la relève, par exemple, du tortillard sur la ligne Montmorency-Enghien. Mais surtout, on les a vus sur Paris-Melun, sur le sud-est. Deuxième bonus, comment ça marche? Des idées d'avance, à chacun son TER, les nouveaux TER, les transports express régionaux. Enfin, un homme, un métier, allez on change, mais on aime ça, et vous aimez ça, la vitesse, les images prises depuis la cabine avant d'un turbotrain à 160 km/h sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Automotrice. Véhicule doté d'installations motrices et aménagé pour le transport des voyageurs. Éléments automoteurs. Ensemble constitué par une automotrice accouplée en permanence à une autre automotrice ou à des véhicules non moteurs de construction similaire. On distingue, selon leur utilisation, les automotrices de banlieue, les automotrices de ligne, les automotrices de montagne. Au 1er janvier 1963, près de 47 millions d'habitants étaient recensés sur le territoire de la France, dont plus de 8 millions, soit plus du 6e, dans la seule agglomération parisienne. Chaque jour, près d'1 million de voyageurs empruntent les trains de banlieue pour se rendre à leur lieu de travail, situé à Paris ou dans les villes environnantes. Le problème du transport de cette masse de voyageurs a toujours été une des préoccupations majeures de la SNCF. L'usager des lignes de banlieue exige en effet un service de train régulier, bien réparti dans les différentes heures de la journée, mais nombreux aux heures de prise ou de cessation de son travail, respectueux de l'horaire à la seconde près. Pour écouler cette foule, la SNCF dispose dans Paris de 8 gares principales auxquelles viennent s'ajouter les stations de la ligne de Sceaux exploitées par la Régie autonome des transports parisiens. En tout premier lieu, Paris-Saint-Lazare et ses foules considérables. Chaque jour, 360 000 voyageurs arpentent les quais de cette gare.
Particulièrement nombreux aux heures de pointe, 70 000 entre 18 et 19 heures, ils disposent pour leur déplacement vers Argenteuil, Saint-Germain ou Versailles d'éléments automoteurs composés d'automotrices et de remorques qui, depuis 1924, assurent sur ces lignes électrifiées en courant continu de 750 volts un impeccable service. Selon les nécessités commandées par le nombre de voyageurs, très variable au cours des heures de la journée, des rames de 6 voitures, de 4 voitures, ou tout simplement de 2, l'élément de base, sont mises en circulation sur les différentes lignes. Ces combinaisons sont facilitées par la présence aux 2 extrémités de chaque élément d'un attelage automatique très simple, le boireau. Toute la banlieue desservie par Saint-Lazare n'étant pas encore électrifiée, des rames de voitures, dont certaines à étages, remorquées ou poussées par des locomotives à vapeur, desservent toutes les gares jusqu'à Mantes-la-Jolie. Que préférez-vous? L'entresol? Le premier? Ou plus simplement le rez-de-chaussée? Vous avez le choix. La gare des Invalides voit également les éléments type Saint-Lazare assurer pour ses 30 000 habitués un service régulier jusqu'à Versailles. En 1901, les automotrices Sprague, du nom de leur créateur, et qui furent construites à la fin du siècle dernier pour le métro aérien de Chicago, circulaient entre Paris-Invalides et Meudon-Val-Fleury. Presque oublié maintenant, ce matériel a bien mérité d'être représenté par cette survivante au musée des chemins de fer. Montparnasse, dont les jours sont comptés. La future gare du Maine sera la tête de ligne d'un trafic important de banlieue, tout en assurant les grands départs en vacances vers les plages de l'océan. Les 45 000 voyageurs de cette banlieue ont à leur disposition un matériel moderne en acier inoxydable. Un impressionnant attelage automatique, le Boireau compact aux multiples liaisons électriques, mécaniques et pneumatiques équipe ses premiers éléments Budd. De nouveaux éléments, également en acier inoxydable, aux nombreuses portes d'accès, 4 par face de voiture, sont venus renforcer le parc et contenter les exigences de plus en plus pressantes des usagers. Ce matériel est également muni d'un attelage automatique, mais il ne comporte pas les connexions électriques. C'est le Scharfenberg. Toutes ces rames assurent un service rapide sur cette banlieue électrifiée en courant continu 1500 volts. Hâtivement, jetons un coup d'œil sur la gare métro de la cité universitaire. Venant de la gare du Luxembourg, cette rame conduira ses voyageurs vers les sites pittoresques de la vallée de Chevreuse, encore pleine de la poésie qui enchanta les solitaires de Port-Royal. Dans la gare souterraine de Paris-Quai d'Orsay, dans celle du Pont-Saint-Michel ou de Paris-Austerlitz, passent chaque jour près de 100 000 voyageurs qui ont choisi de vivre ou de travailler sur la banlieue sud-ouest de Paris. Ici encore, le nouveau matériel a été adjoint en renfort aux rames anciennes en service depuis 1925. Cette façade monumentale, style 1900, la gare de Paris-Lyon, la gare des skieurs, des alpinistes, des fervents de la Côte d'Azur. Mais c'est également la gare de 80 000 banlieusards transportés chaque jour dans ce même matériel moderne.
Saluons au passage la Bastille et ses trains à vapeur, emportant vers les bords ombragés de la Marne non seulement des travailleurs, mais aussi les amateurs de canotage et du petit vin blanc. À la gare de l'Est, 100 000 habitués vont et viennent. Remplaçant les locomotives à vapeur, des diesels, les BB 66 000 assurent la remorque des trains sur les lignes qui ne sont pas promises à l'électrification. Mais le courant monophasé 50 périodes, qui a fait son entrée dans cette gare, a permis aux locomotives électriques BB 16500 de prendre la relève des vapeurs vers Meaux et Château-Thierry. Terminant notre périple, entrons, comme l'un de ces 175 000 voyageurs, dans la gare du Nord où les locomotives à vapeur bientôt ne seront plus que souvenirs. Déjà, les trains de banlieue sont remorqués par des locomotives électriques. Des BB 16500 à double rapport d'engrenage tirent ou poussent des rames de voitures dont les baies peuvent maintenant rester ouvertes, permettant ainsi à leurs occupants de respirer librement l'air pur des forêts proches de Paris. Comme on y est mieux que dans cette grande ville où circuler en voiture devient un véritable problème. Interdit. 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 Non. Non, non et toujours non. Pour vous, monsieur, qui habitez en banlieue, loin ou près d'une gare, la solution est toute trouvée. Laissez votre voiture au garage ou au parking de la gare et tranquillement prenez le train. Vous la retrouverez ce soir, ayant échappé aux meurtrissures éventuelles de la circulation parisienne. Vous aussi qui circulez sur deux roues, évitez donc tout danger. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Et partez en paix. Pour assurer le transport de tous ces voyageurs, les anciens et les nouveaux, il faut du matériel. Sortant du brouillard, voici la rame de l'avenir. Pour exploiter toutes ces lignes de banlieue conquises ou en voie de l'être par le courant à fréquence industrielle, triomphe de la technique française, la SNCF a commandé un nouveau matériel dont les prototypes sont soumis à une expérimentation rigoureuse. La caisse est en acier inoxydable, dont les qualités de résistance permettent un gain de poids appréciable, tout en assurant une sécurité totale aux voyageurs en cas d'accident, heureusement exceptionnel. Tout est nouveau dans ce matériel à la silhouette basse et allongée. Le bogie porteur n'a plus de châssis, tout y est articulé. Le pivot est pris dans un bloc de caoutchouc. On a même essayé le frein à disque. Mais avant de passer à la généralisation de ce système, il faudra encore de longs essais. Cet autre bogie porteur, à châssis articulé et de hauteur très réduite, est monté également concurremment avec le précédent sous ce matériel. Un seul bogie moteur par automotrice. Comme sur certaines locomotives électriques modernes, ces deux essieux à transmission à cardan sont entraînés par un seul moteur, dont les 970 chevaux, 700 kW, disent les techniciens, permettent de tirer ou de pousser deux remorques, réalisant ainsi des rames élémentaires de 3 voitures dans lesquelles plus de 560 voyageurs aux heures de pointe peuvent monter, sinon s'asseoir. Mais le service de banlieue est capricieux. Il a toujours été fonction des heures d'ouverture et de fermeture des écoles, des bureaux, des magasins, des ateliers. Il faut pouvoir changer la composition de la rame et pour le faire rapidement et sans danger, l'attelage automatique s'impose. Celui-ci, le Scharfenberg intégral, réalise toutes les liaisons mécaniques, pneumatiques et électriques qui permettront en particulier de commander depuis la cabine de tête les équipements à redresseur au silicium des 2 ou 3 automotrices présentes dans le convoi.
Partant de la gare du Nord, cette rame est constituée de 9 voitures, 3 automotrices, 6 remorques. Elle s'élance vers la forêt de Chantilly et Creil. Dans son poste de conduite, le conducteur est à l'aise et ses voyageurs, confortablement assis, pensent que le trajet sera moins pénible qu'au volant d'une voiture sur une route encombrée de la banlieue parisienne. Rapidement, la vitesse atteint 100, 110 et même 120 km à l'heure. Mais les distances entre gares sont courtes en banlieue et déjà la main du conducteur s'apprête à ralentir et à freiner le convoi. Remarquez avec quelle facilité ces voyageurs, pressés comme tout banlieusard qui se respecte, vont descendre sur le quai. Mais ce n'est pas une raison pour descendre en marche. Cette facilité tient à l'excellent emmarchement réalisé. Le plancher est plus bas que dans le matériel traditionnel. Quelle différence avec autrefois. Cette nouvelle disposition permet un mouvement plus rapide des voyageurs. Ces secondes grignotées dans chaque gare intermédiaire, que de minutes gagnées sur le temps total du parcours. Après la fermeture automatique des portes, la rame repart pour accomplir ses nombreuses navettes quotidiennes. Moins heureuses que leurs sœurs, les voitures de grande ligne qui, loin de Paris, vont respirer l'air pur et sain des grands espaces, ces rames et trains de banlieue, inlassablement reviendront à leur point de départ, toujours au service de ce voyageur sympathique, le banlieusard, qui a minuté son temps et souvent sa vie quotidienne sur l'horaire de son train. En France, pendant plus d'un quart de siècle, les automotrices électriques n'avaient guère été utilisées que sur des services de la banlieue de Paris. En dehors de celle-ci, la desserte locale restait confiée à des trains classiques remorqués par des locomotives. Avant 1937, seuls quelques engins de faible puissance, véhicules classiques aménagés spécialement, assuraient une desserte locale autonome. Celui-ci était utilisé entre Perpignan et Villefranche-Vernay-les-Bains. Celui-là, baptisé Orléanaise, assure toujours les trains omnibus autour d'Orléans et même vers Angoulême et Brive. 1937 vit enfin apparaître, à l'occasion de l'électrification de la ligne Paris-Le Mans, de véritables automotrices de ligne. Elles étaient de 2 types. Les Budd, à la caisse étincelante, capable d'assurer également un service de banlieue. Les ramassages, utilisés principalement pour desservir toutes les gares, grandes ou petites, échelonnées entre Chartres et Le Mans. Ces automotrices, véritables lévriers du rail, ont une accélération au démarrage de 1,10 m à la seconde par seconde qui leur permet d'assurer chaque jour le parcours omnibus Le Mans-Chartres, soit 123 km avec arrêt tous les 7 km environ, à une vitesse moyenne entre stations de 105 km à l'heure. Aucun véhicule dans le monde ne fait mieux que ces automotrices, les rouges. Les années passèrent. Le développement des grandes électrifications conduisit alors la SNCF à rechercher le moyen le plus économique d'assurer sur ces lignes les services de voyageurs à courte ou moyenne distance. De là est née en 1960 l'automotrice Z7100, véhicule moteur électrique de conception Autorail.
Dès sa naissance, la première automotrice livrée, la Z7101, fut soumise à de nombreux essais. Stabilité, confort, performances en charge, tout fut contrôlé, mesuré, enregistré avant d'en permettre l'accès aux voyageurs. Son allure extérieure et son aménagement intérieur lui donnent, malgré le pantographe, une parenté réelle avec les autorails. Mais les 1200 chevaux qui habitent son unique bogie moteur, 900 kW, lui permettent d'entraîner à 130 km à l'heure 3 remorques et de réaliser ainsi un élément capable de transporter 250 voyageurs assis. Ce matériel rapide et confortable, vous le verrez partout. Entre Lyon et Saint-Étienne, il assure une douzaine d'allers-retours quotidiens. Entre Avignon et Narbonne, il dessert Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers. Entre Béziers et Neussargues, où certaines de ces automotrices, grâce à l'équipement de freinage rhéostatique dont elles sont munies, circulent journellement sur une ligne particulièrement difficile, mais combien touristique. On en a même vu à Toulouse démontrer qu'elles sont capables d'assurer la relève de ces automotrices à adhérence totale, mises en service en 1947 sur la ligne à forte pente qui monte à la Tour de Carol. Enfin, pour étudier complètement leurs possibilités, 2 d'entre elles, munies d'un équipement particulier, circulent sur les lignes électrifiées en courant monophasé à fréquence industrielle. Nombreux sont les besoins. Mais notre incursion à la Tour de Carol nous a permis de découvrir un autre emploi de l'automotrice. Sur les lignes de montagne à voie étroite, électrifiées en courant continu 750 volts. L'élément automoteur est roi, et depuis longtemps, depuis le début du siècle. De la Tour de Carol à Villefranche-Vernay-les-Bains, le petit train jaune serpente à travers la Cerdagne, escaladant des cols, franchissant des ravins, des vallées profondes, sur des ponts aux noms célèbres. Viaduc Gisclar, pont Séjourné, révélant aux voyageurs à chaque courbe de la voie un site nouveau. Et malgré son aspect un peu suranné, ce petit train est toujours apprécié. Comme la Cerdagne, la vallée de Chamonix est desservie depuis le tout début du siècle par une ligne à voie métrique dont la construction à cette époque constituait une réalisation d'une rare audace. Les déclivités atteignent en effet 9 cm par mètre. Sans crémaillère, c'est un véritable record du monde. Le matériel primitif, légèrement modernisé, circule toujours. Mais depuis 1958, des éléments nouveaux, constitués en principe de 2 automotrices encadrant une remorque, sont venus préparer la relève. Grâce à eux, l'importance des gains de temps réalisés met désormais sur ce parcours d'un intérêt touristique exceptionnel le chemin de fer en position favorable par rapport à la route, tout en permettant aux touristes
d'admirer et de photographier les cimes altières qui étincellent au soleil. Et maintenant, comment, en conclusion, ne pas penser qu'il conviendrait de compléter les définitions de notre dictionnaire par ces quelques mots. Automotrice, véhicule conçu pour satisfaire tous les désirs du voyageur, qu'il soit touriste ou travailleur. Petit à petit, poussant dans l'oubli ceux qui de leur temps firent la joie ou la fierté de leurs précurseurs, l'implacable progrès avance, bouleversant et radiant d'un trait de plume tout ce qui fut et qui d'après lui ne peut plus être. Parmi ces nombreuses victimes, il y a ce petit train qui, après 88 ans de bons et loyaux services, s'est effacé humblement devant les exigences de la vie moderne, qui ne lui a même pas laissé le temps de devenir centenaire. D'Enghien à Montmorency, ce célèbre tortillard qu'empruntèrent, après les Lisettes de Musset et de Béranger, tant d'amoureux de la banlieue parisienne, a disparu pour toujours. Mais son souvenir restera car pendant 3 générations, il aura desservi un des plus jolis coins des environs de Paris. Et maintenant, vite, tournons la page, si nous ne voulons pas être taxés de sentimentalisme exagéré. D'aucuns nous diront, mais nous ne sommes plus au temps des diligences. Le monde est pressé. Bon, eh bien, n'en parlons plus. C'est donc aussi pour satisfaire aux exigences de plus en plus pressantes des banlieusards que la SNCF a mis en service ces trains automoteurs électriques qui transportent leurs usagers avec le maximum de confort dans un minimum de temps. Ces éléments automoteurs, composés chacun de 2 véhicules inséparables en service, peuvent être accouplés entre eux au moyen d'un attelage automatique afin de constituer des rames de 4, 6 ou 8 voitures selon les variations journalières du trafic. Le démarrage et le freinage rapide, la vitesse limite de 120 km/h, permettent à ces trains des gains de temps notables sur l'ancien horaire, forcément respectés par des locomotives de faible puissance, et permet de ce fait une plus grande fréquence de circulation. Spacieuses et largement aérées, 2 voitures d'un élément peuvent recevoir 162 voyageurs confortablement assis. Mais aux heures de pointe, plus de 200 personnes y trouvent place debout sans être incommodées. D'une puissance unihoraire de 1500 chevaux, chaque automotrice possède 4 moteurs de traction à 750 volts tétrapolaires et munis de pôles de commutation. Dans la cabine de conduite, 2 manipulateurs à basse tension commandent à distance, sous la dépendance d'un relais d'accélération, l'arbre à cames de chacune des automotrices entrant dans la composition d'une rame. Un dispositif spécial fait varier automatiquement le réglage du relais en fonction de la charge de l'automotrice et permet ainsi de maintenir l'accélération sensiblement constante pendant le démarrage, quelle que soit la charge, qui peut atteindre 30 tonnes pour un élément dont le poids à vide est de 93 tonnes 5. Grâce au temps gagné, petits et grands banlieusards ont, le matin, retardé leur réveil et le soir apprécient plutôt
le calme et le repos, loin des bruits de la ville. La 19, alors pour les batignolles. Hein. Les deux notions qu'on utilise classiquement dans le domaine ferroviaire, c'est la sécurité et la régularité. En fait, ce sont deux visions clients. Quand on s'occupe de conception système, en fait, on envisage ces deux notions de façon plus large en parlant de sûreté de fonctionnement. Et la sûreté de fonctionnement, elle recouvre 4 notions: la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité. Quand l'opérateur se trouve donc en situation dégradée, le fonctionnement du système va reposer sur sa compréhension du système. Il est donc essentiel qu'il ait une représentation du fonctionnement de ce système. Il est également important que le poste de travail qu'on met à sa disposition ait une ergonomie qui corresponde bien à ces modes de raisonnement. Et il est essentiel également qu'il ait été formé à ce type de situation. Alors, la principale amélioration que nous souhaiterions voir pour la gestion courante de la circulation, c'est une réorganisation du système actuel comportant 22 postes de commandement. Notre souhait est d'en réduire le nombre, d'en étendre la zone d'action en profitant des nouveaux outils que l'informatique met à notre disposition. Nous sommes en train, avec le service de la recherche, d'étudier un produit qui devrait permettre d'une part de réaliser un système de messagerie très rapide entre notre centre national et les PC, et puis par ailleurs nous travaillons sur un système expert résultant de l'expérience acquise à partir d'incidents similaires dans le passé, permettant d'aider les centres de décision à prendre les bonnes décisions. L'importance de la recherche, c'est d'aller d'une maintenance préventive systématique actuellement vers une maintenance prédictive, prévisionnelle. C'est-à-dire que l'objectif majeur est d'essayer de détecter les pannes avant qu'elles ne se produisent. On vient de mettre au point le système Saxo, qui est un système expert d'aide au diagnostic, qui vient d'être réalisé donc, par la direction du matériel et la direction de l'informatique, et qui est en train d'être mis en œuvre sur les nouveaux autorails X73500. Il faudrait qu'à l'avenir, ce genre de système soit conçu dès le départ par les concepteurs des matériels, de façon que la maintenance puisse en disposer dès la mise en service de ces matériels, de façon à garantir dès le départ une bonne fiabilité et une bonne disponibilité de ces matériels. Les plans d'action, clairement, nous avons 2 grandes catégories de plans d'action. Des plans d'action qui sont là pour lutter contre finalement les dysfonctionnements internes à l'entreprise, donc ils vont jouer sur la fiabilité du matériel roulant ou des installations fixes. Et là, nous avons consacré d'ailleurs des plans d'action relativement importants, de l'ordre de 100 MF développés sur 3 ans pour la partie gérant d'infrastructure et pour la partie EF, et qu'on a essayé de serrer à l'aide d'outils développés avec la direction de la recherche, d'un outil qui s'appelle Arbitre et qui en particulier nous permet de choisir dans les investissements ceux qui sont les plus porteurs, qui ont le plus d'impact immédiatement. Chaque jour, la SNCF met à la disposition de ses clients des milliers de trains express régionaux. À l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes, la SNCF et les conseils régionaux se sont associés il y a bientôt 15 ans pour leur offrir une meilleure qualité de transport.
Je passe tellement de temps dans le TER que j'aime bien être bien installé. Qu'ils prennent le TER ou le TGV, le voyageur a besoin exactement du même confort, du même accueil, c'est pareil. Il faut que le client soit confortable quand même, parce qu'il fait quand même un voyage. Il est bien entendu qu'on ne peut pas demander aux habitants de toutes les régions de prendre le train si celui-ci n'est pas attractif. Les clients sont très exigeants et ils veulent un confort comparable à celui qu'ils ont dans une voiture, dans leur voiture personnelle. Donc, pour que les gens reprennent l'habitude du train, il faut leur donner ce confort. Il faut que ce soit pratique, accessible facilement. Propre déjà, avec des matériaux confortables mais lavables. Convivial. L'été, il fait trop chaud. Je sais pas, ça fait boîte à sardines, quoi. Je trouve que les sièges de certains TER sont vraiment exécrables. Des banquettes sans accoudoir, sans appuie-tête. Alors ça, je pense que entre ces TER et les bétaillères, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. Le jour peut-être où ils feront de l'amélioration, on y pensera peut-être, mais pour le moment, non. Je préfère ma voiture. En outre, nous voudrions restaurer l'idée que le transport ferroviaire, c'est confortable, au lieu que ce soit un temps désagréable et perdu, que ce soit un temps utile ou un temps de repos ou de loisir agréable. Il y a quelques années déjà, plusieurs régions ont répondu aux attentes des clients et investi pour un matériel de grande qualité. Depuis 1991, le TER 200 Alsace dessert 5 villes entre Strasbourg et Bâle. Depuis 1994, le TER Interloire relie les régions Centre et Pays de la Loire. Point fort de tous ces trains, une revalorisation de l'espace intérieur. La voiture est beaucoup plus agréable, visuellement déjà. L'espace, l'éclairage est bon, hein. Les 4 sièges ensemble, c'est bien quand on est entre copains pour discuter. Je pense que c'est même supérieur au TGV, dans la mesure où c'est plus intime, c'est moins usine. Là, on a des petits salons, les couleurs, elles sont beaucoup mieux. Quand on a la climate et puis qu'on n'est pas secoué, c'est plus agréable, c'est tout. C'est très pratique d'avoir le téléphone dans les TER, parce que ça vous permet de régler vos affaires même dans le train. Conséquence immédiate de ces innovations, l'augmentation du trafic et face à la satisfaction de la clientèle, l'envie pour la SNCF et les conseils régionaux d'aller encore plus loin. Cette fois, plus question de se contenter d'aménager des voitures existantes. Il faut que les TER soient plus accessibles, parce que là c'est quasiment bon ça. Maintenant ils font des bus surbaissés. Bon, je ne sais pas si c'est possible avec les trains. C'est pas assez large. Il serait nécessaire d'augmenter le nombre de voitures, voire de nous mettre des nouveaux systèmes à rampe de niveau comme il y a en région parisienne. Changer la forme, plus des choses plus arrondies, comme les voitures, vous voyez, les nouvelles Twingo. Peut-être plus confortable avec plus de velours. Plus de fenêtres. Je préfère le store au rideau. J'aime bien avoir mes bagages sous les yeux, c'est l'instinct de propriété. Au niveau de l'insonorisation, je pense qu'il y a des progrès à faire encore. Les toilettes au niveau dans les trains en règle générale, c'est pas très grand. Quand il y a 1 ou 2 arrêts, ça va, mais quand il y en a plusieurs, on ne sait pas exactement dans quelle gare on arrive. L'écran digital, ce serait pas mal. Ce serait bien, très bien même. Designers, ingénieurs et sociologues se mettent donc au travail. Grande nouveauté, une meilleure accessibilité, mais aussi de nouvelles ambiances, une plus grande isolation acoustique, des aménagements pratiques. Tout concourt à valoriser le client. Encore plus de place, plus de confort. Le déplacement quotidien devient plaisir. Résultat de ces innovations, la mise en service dans quelques mois des premiers matériels de la nouvelle génération. 2 automoteurs diesel ou électriques pour les liaisons intervilles, l'automoteur TER, suivi plus tard de l'automotrice TER. C'est la première fois que l'on va avoir des véhicules qui auront un certain look, comme on dit maintenant, et qui donneront, je l'espère, envie aux voyageurs de les prendre. Il faut qu'il y ait un esprit convivial
et que ce train soit l'occasion pour ces gens de se rencontrer, de converser, d'échanger. Pourquoi pas de jouer aux cartes, par exemple, ça se fait pendant le court temps du trajet. Je crois que cet esprit convivial du train est très important et qu'il a été bien conçu dans ce matériel-ci. À ce matériel s'ajoute un TER à 2 niveaux de grande capacité pour la desserte des banlieues des grandes agglomérations. Trois régions ont déjà passé commande. Et 3 régions un peu différentes, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes et nous, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avons choisi pour l'avenir le même modèle de voiture pour transporter les voyageurs. Alors évidemment, nous avons tenu à faire un matériel de grande qualité. À partir de là, nous abondons financièrement pour améliorer les choses. Voilà la philosophie. Enfin, également proposé un matériel de petite capacité, l'autorail TER, pour le transport en zone rurale et périurbaine. Cet ensemble de produits constitue une gamme complète dans laquelle les régions vont pouvoir puiser. Des trains différents pour des besoins différents. À l'horizon 2000, dans 13 régions, circuleront une centaine d'automoteurs TER et près de 70 TER de niveau.